Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le Saré. Se célèbre demain, 15 mai, la journée internationale de la famille sous le thème Famille camerounaise, paix et stabilité sociale. Et cela nous donne l'occasion ce soir de nous interroger sur la solidité ou la fragilité de la famille aujourd'hui. Fragile peut-être face aux problèmes d'argent et de biens matériels. Est-ce que cette famille-là peut garantir la paix et la sécurité sociale? Nous nous interrogeons là-dessus ce soir. Ma très chère est de retour. Bonsoir ma très chère. Merci ma très chère, bonsoir et bonsoir à tous ceux qui nous regardent sur Canal 2 International. Certains le considèrent comme le nerf de la guerre, sans aucun doute, à cause des déchirements de tout ordre qu'entraînent les problèmes d'argent, surtout au sein des familles. Alors, famille et bien matériel, est-ce un mauvais ménage? On en parle dans cette émission. Avec un panel bien constitué de grandes dames, belles également, de par leur intelligence, que je vous présente dans quelques instants. Commençons par Maître Michel Paco qui nous a manqué, ma très chère. Ça fait un moment qu'elle n'est pas là, qu'elle n'est pas venue sur notre plateau. Bonsoir Maître. Bonsoir Claro. Et donc vous avez lancé une plateforme qui s'intitule Promotion et assistance de la femme africaine, PAFA. Tout à fait. Qu'est-ce que vous y faites? Alors pour l'instant je suis vice-présidente et nous envisageons donc de former, de sensibiliser sur toutes les problématiques relatives aux violences domestiques, qu'elles soient physiques, psychologiques, morales, sexuelles ou économiques. Tant mieux, je pense qu'on est bien au centre de notre sujet de ce soir. De l'autre côté, nous avons le professeur Koyok qui est avec nous. On a eu un premier loupé, mais vous êtes bel et bien là, professeur Jacqueline Koyok. Vous êtes sociologue, mais vous êtes surtout chef du département de sociologie à l'université de Douala. Bonsoir et bienvenue. Et bonsoir, merci de m'avoir invité à ce débat, surtout compte tenu de l'importance de cette thématique. Je pense qu'on aura apporté quelques éclairages. Ce sont des sujets que vous maniez au quotidien, hein? Oui, bien sûr. Eh bien, bienvenue, professeur. Merci. Et une très chère qui connaît également très bien cette émission, je l'aime beaucoup, Henriette Enoumedi. Initiative citoyenne se porte bien. Bonsoir, bienvenue. L'initiative se porte bien, on se bat tous les jours comme tous les Camerounais et Camerounaises. Voilà. Bonsoir à vous tous. Vous portez les problématiques de famille? Oh là là. Il y en a un paquet, hein. Il n'y a pas que l'argent malheureusement. Mais comme le disait tantôt notre très cher et tendre, pour reprendre les termes de tout à l'heure, J'analyse. le nerf de la guerre, c'est l'argent. On en parle au long de cette émission, ma très chère. Bien sûr, et puis moi je vais m'adresser à Maître Paco. Vous nous avez manqué et du coup j'ai bien envie de commencer par vous. Je suis disposée. Alors, vous recevez-vous souvent des cas de litige à cause des biens, je veux dire escroquerie, succession? Je suis au regret de le dire, mais dans 90% des cas, les dossiers, les affaires qui nous sont confiées sont des affaires qui concernent essentiellement l'argent, les biens, l'aspect économique, mais c'est ce qui tourne autour de toute affaire conflictuelle, de tout contentieux. Et vous avez l'impression qu'il y a de plus en plus de problèmes de famille au sein des tribunaux? Oui, de toute façon, il y a une constante, c'est que l'argent pose problème. Nous avons au Cameroun un très mauvais rapport à l'argent, qui est non seulement conflictuel, mais on a l'impression, au vu du nombre de litiges que cela suscite, que nous manquons de véritable culture de l'argent, de véritable culture de comment le manier, comment le gérer, et surtout comment en disposer de manière à ce qu'autour de nous, ce ne soit pas une denrée exclusive. Et cela s'explique certainement par des raisons précises? Culture, tradition, mais aussi individualisme et ce qu'on appelle aujourd'hui la fracture numérique est, à mon avis, l'un des points essentiels, puisque l'ouverture sur le monde a permis à beaucoup de voir ce qui se passait ailleurs, le besoin de s'identifier à d'autres,
Et pour s'identifier, il faut acquérir encore et toujours, encore et plus, et parfois au détriment de nos très très proches. De la famille. Et donc, tout de suite, je vais m'adresser au professeur Koyok. Il y a des chercheurs qui estiment que l'argent dissout les relations affectives. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette assertion? Bon, disons oui et non. Vous savez que généralement, l'argent et la famille se trouvent être aux antipodes de la vision sociétale. Parce que initialement, lorsqu'on parle de famille, on voit l'affection, on voit l'éthique, on voit la solidarité. Et de plus en plus, on voit l'argent. Et l'argent, aujourd'hui, fait partie intégrante du fonctionnement des familles. Parce que la société moderne considère l'argent comme la clé du bonheur, la clé de l'amélioration de la vie des citoyens. Et généralement, il est donc important que le sociologue questionne pourquoi cette antinomie. Justement, pourquoi cette antinomie? Je connais une chanteuse gabonaise, Annie-Fleur Bachirilis, qui, dans une chanson, dit purement et simplement l'argent est venu détruire les relations en Afrique. C'est-à-dire la sociabilité qu'on nous connaissait a disparu au profit de l'argent. Bon, ce rôle central qui est donné à de l'argent, c'est, nous pouvons le dire, c'est le capitalisme, l'esprit capitaliste. Vous savez qu'aujourd'hui, de plus en plus, même les rapports au niveau des familles sont concurrentiels. Et l'argent devient donc le nerf de la guerre dans la mesure où, que ce soit l'argent en lui-même ou ces aspects connexes que sont l'héritage, que sont les autres biens qui peuvent être matériels ou non. Il y a donc une compétition parce que ces biens sont rares et c'est la rareté qui fait donc que les gens n'ayant pas suffisamment de moyens. La possession d'argent donne également le pouvoir et ce pouvoir permet à ceux qui sont plus puissants de dominer ceux qui sont plus pauvres. Alors, possession d'argent qui crée la puissance, qui donne autorité à certaines personnes. On va parler, Henriette Noumédi, justement de cette position de l'argent au sein de la famille. Elle crée, je veux dire, la pollution de l'argent, est-ce qu'elle crée la distance ou est-ce qu'elle rapproche? On peut dire les deux. On peut dire les deux parce que les gens se rapprochent de ceux qui ont de l'argent. Ça, c'est déjà... c'est un fait, c'est un constat au quotidien. Et la distance, en fait, elle est là. Quand on n'a pas d'argent, on n'a pas de famille, on n'a plus de famille. Je m'explique. Dans les familles africaines, où on est des grandes familles, qui ne se limitent pas qu'aux parents et enfants, parce que la famille africaine a une notion assez élargie. Tout à fait. Donc on la restreint aujourd'hui, capitalisme, fracture numérique oblige. On a pris, comment dirais-je, l'exemple européen. Voilà, maintenant on vit, il n'y a aucune différence entre une famille au Cameroun, une famille à Paris. Donc c'est la même vie, c'est le même confort, c'est les mêmes attentes, c'est les mêmes besoins. Le dites-vous pour le décrier ou simplement... C'est un constat. Oui, c'est un constat. Je ne sais pas si c'est bien, si c'est mal. En même temps, on ne peut pas arrêter le progrès ni la communication. Maintenant, j'ai envie de vous dire, au dernier village, au fin fond du Cameroun, tout le monde a le câble, tout le monde a le Internet, tout le monde est sur WhatsApp. On fait comment? Mais WhatsApp, il faut le payer. Internet, il faut le payer. Donc on a beau, comment dirais-je, ne pas vivre, c'est pas un problème de ville ni de village, c'est un problème d'individu en fait. La nature de l'homme a changé. La nature de l'homme a changé. Son rapport au bien a changé. Son rapport à la famille a changé. Malheureusement, c'est partout.
Ce n'est pas l'apanage de l'Afrique. Est-ce qu'on va dire, Henriette Noumédi, que les relations familiales sont allergiques, justement, aux questions pécuniaires? En fait, en Afrique, c'est un tabou. Comme le disait Maître Tonton, on ne parle pas d'argent, comme on ne parle pas de sexe, il faut pas. Les gens ont honte de parler de l'argent. C'est quand même curieux, voilà, mais jusqu'à maintenant, ils ne parlent pas d'argent. C'est quelque chose de, voilà, comme ça, de diffus, de sournois, et qui crée justement beaucoup de problèmes, et pas que au niveau des successions ou autres. On ne parle pas d'argent. Et parce qu'on n'en parle pas, on n'éduque pas ses enfants à gérer l'argent. On ne leur apprend pas comment gérer. Il n'y a pas de modèle familial pour ce qui concerne l'argent. Vous allez lancer un débat dans la famille, à savoir à partir de quel âge est-ce que vous donnez de l'argent de poche aux enfants, comment, pourquoi. Vous allez voir la disparité des opinions et vous réalisez que tout le monde navigue à vue et qu'il n'y a pas de véritable réflexion en amont. Ok, j'éduque mes enfants, mais quel est le rapport que je leur enseigne avec l'argent? On n'en parle pas. Alors, professeur Koyok, est-ce que pour vous, s'il y a stabilité au sein de la famille, il y aura stabilité au sein de la société camerounaise, étant donné que la famille est la cellule de base de la société? Oui, oui. La famille est le noyau essentiel, la fondation même de toute société. Donc, l'importance de la préservation de ce noyau qui est observé à partir de la conception des bonnes politiques de la famille permet que cette famille soit capable de s'effriter ou alors de rester unie. Aujourd'hui, nous avons les liens sociaux qui sont distendus par rapport aux problèmes financiers, par rapport à l'héritage, par rapport aux dons. Mais comme je le disais tantôt, il n'existe pas une éducation à la gestion du patrimoine familial. Ce qui fait que généralement, la mère, les enfants sont parfois surpris, et lorsque le père n'est plus là, de se retrouver devant la mauvaise gestion. Quand ce n'est pas le père lui-même qui a fait une mauvaise gestion et que la mère et les enfants se retrouvent démunis par la gestion hasardeuse des parents. Je vais revenir tout à l'heure à vous, Maître Mpako, pour vous poser une question concernant justement le lien entre la fragilité ou la solidité de la famille et la société camerounaise dans laquelle nous vivons en ce moment. Ce sera après le premier reportage que je vous propose de suivre tout de suite. L'argent en famille, une épine cachée. À 43 ans, cette veuve a connu la joie du vivant de son mari, mais aujourd'hui, son quotidien est rempli de peine. La relation avec la belle famille au début, c'était bien, c'était très bien, c'était très bien. C'est gâté, je peux même pas vous expliquer comment c'est gâté, mais vraiment des petits mots qu'on est toujours en train d'avancer. On se lève un matin, tu ne t'attends à rien, quelqu'un vient juste te poser la question, pourquoi est-ce que tu as mis l'assiette ici? Quand tu veux l'expliquer, il t'avance les mots, les petits mots, tu vois. On passe même par quelqu'un, mais c'est pas la personne qu'on parle. Toi qui es là, tu sais que c'est à toi qu'on est en train de parler parce que la personne ne n'est même pas concernée. Pourquoi est-ce qu'on peut lui avancer les mots comme ça? Tu sens directement qu'il y a l'attaque qui est là, mais elle est indirecte. Il y a des petits mots qu'on avance. Comme ça suffit pas, ma belle-sœur, elle a fait, elle est partie. Ces enfants n'ont pas de quoi subvenir à leurs besoins. Mon beau-frère qui est censé, le seul garçon qui est comme censé, qui est devenu le père de mes enfants aujourd'hui, lui, il rejette les enfants. Il a adopté les enfants, il est parti avec eux. Dieu merci. Arrivé l'aîné, 6 mois après, il a eu un séjour de 10 ans. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux, ils ont eu des problèmes. Moi, quand je demande, lui, le père ne s'ouvre pas. Mais l'enfant m'explique que quand son père arrive, son père lui demande de travailler dur. Et quand lui travaille, ils ont un compte commun, il n'avait pas encore les papiers. Et son père allait là-bas tous les jours faire les retraits. Donc son père soutirait seulement l'argent. Quand lui va regarder, il trouve que le compte il est bleu. Il se pose la question, mais il va lui demander. Je t'ai demandé du coup, je vais rentrer à l'école, tu as dit, tu n'as pas l'argent. Il dit, ok. Tu m'as trouvé l'autre, il dit, je vais me débrouiller pour pouvoir payer mes études l'année prochaine. Mais quand toi tu prends l'argent, je vais faire comment pour pouvoir continuer mes études? Comme dans son cas, la famille de Darcis, 26 ans, se regarde aujourd'hui en chien de faïence à cause de l'argent. Mon papa, déjà, au nord, puisqu'on vivait au nord, il avait tellement d'argent. C'est-à-dire on vivait dans une maison en barrière avec un chien et tout. Et il a des frères, ils sont nombreux de 10.
Parmi ses frères, donc, il y avait un de ses frères qui l'aimait vraiment. Il aimait tant. Et comme son papa a laissé des biens, chaque frère sont de partager les biens. Et donc lui il est allé à l'étranger avec sa part de biens. Bon, maintenant arrivé dans l'étranger, c'est-à-dire en Tunisie, il savait donc qu'il fallait payer le collage. Bon, mon papa en grande durée a dû envoyer des sommes d'argent pour financer ses études. Bien. Mais mon père, donc, de retour sur Douala, il perd son travail. L'oncle est désormais le centre de toutes les attentions, au détriment du tuteur qui s'est investi pour faire de lui le pivot qu'il est devenu. Son frère, qui l'a vraiment aidé à envoyer de l'argent, a réussi. Il est devenu expert comptable en Belgique. Et il jouait sa vie, comme on dit. Et il n'aidait personne. Dans la famille, il n'aidait personne. C'est-à-dire, tout c'était pour lui. Même à un niveau où dans la famille il était président, puisque la famille, dans toute famille il y a des réunions. Il était président de la réunion. Tout ce qu'il disait ou tout ce qu'il avait comme idée, tout le monde acceptait. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui ne suivent que l'intérêt, ne sont que derrière l'intérêt. Alors mon père a dit, ce garçon, c'est mon petit frère, donc il ne va pas faire n'importe quoi et je vais avaler cela. Non. La famille est une organisation morale et affective dont la mise en commun des ressources et le partage des biens est l'un des principes fondateurs. Seulement, il arrive que le pouvoir de l'argent prenne le dessus sur tout. La société est aujourd'hui conçue sur un modèle qui veut que celui qui détient de l'argent soit capable de tout avoir. Et donc vous ne pouvez donc pas empêcher, avec cette importance accordée à l'argent, que de tels déchirements aient lieu. Le contenu des relations familiales accorde donc désormais beaucoup d'espace à l'argent. Celui qui possède de l'argent dans la famille, c'est celui-là qui a même le plus d'autorité. Même s'il est le plus petit de la famille, on le considère par rapport aux d'autres personnes de la famille. Oui. Moi-même, j'ai un grand frère, mais je suis plus considéré dans la famille par rapport à lui. Oui, donc je prends l'exemple sur moi-même. Les familles les plus fortunées du Cameroun sont entre autres la famille Kadji, la famille Moukete, la famille Fadil, la famille Mouna, la famille Fotso. Certaines parmi elles ont laissé filtrer des bruits de dissension à cause du leadership monétaire. Merci à vous qui nous envoyez des messages sur notre page Facebook /dans-le-Saré. C'est une intervention qui doit s'adresser à vous, professeur Koyak. Je reviens à vous pour la question de tout à l'heure. C'est Fiston Fils qui nous dit, de son point de vue, comme partout dans le monde, au Cameroun, la famille subit des contre-coups, des mutations socio-culturelles. Les tensions socio-politiques se répercutent de manière insidieuse sur la cellule familiale influencée par les civilisations contemporaines marquées par l'utilitarisme. D'accord ou pas avec ce qu'il dit? Bon, disons juste en quelques petits mots. Il y a une attitude de victimisation qui veut qu'on croit toujours que tout nous vient d'ailleurs. Mais moi je pense que la manière dont on utilise l'argent dépend de l'éducation, dépend certes des substrats socioculturels, dépend même, comme on a dit tantôt, de la capacité à mieux gérer ses ressources au profit de tout le monde. Mais lorsque les ressources familiales sont gérées rationnellement, il n'y a pas de problème. Mais généralement, c'est la mauvaise gestion de ces ressources qui crée les dissensions au sein des familles. Et surtout la rareté de ces ressources. Parce que généralement, même si vous avez un Kadji, un Photo, rares sont ceux qui ont des testaments et surtout des testaments respectés. Parce qu'aujourd'hui, chacun peut fabriquer... Testament aussi c'est tabou, hein, on l'a dit. Chacun peut fabriquer son testament. Et puis, toujours à force d'argent,
il va faire croire à tout le monde que son testament est le plus valide. Donc on ne sait plus au niveau du Cameroun comment arriver à étouffer les problèmes qui naissent de ça s'adresse directement à Maître Mpako. Oui, à partir du moment où on a mis l'argent au centre de tout, où l'argent est devenu une valeur cardinale, effectivement, on a perdu tout le reste. On a perdu nos traditions, on a perdu notre culture, on a perdu nos valeurs, on a perdu notre éducation. Pourquoi? Pour s'en référer à l'argent. Si vous éduquez un enfant à partir de l'argent, il va grandir en prenant l'argent comme valeur cardinale. Mais si l'argent va pouvoir acheter la connaissance, il n'achètera jamais la sagesse. Donc si vous éduquez vos enfants en les amenant à rechercher plutôt ces valeurs qui sont immatérielles, mais qui sont importantes, qui sont fondamentales, parce que ce sont ces valeurs-là qui créent l'individu, qui l'amorcent, qui l'ancrent dans sa société, dans sa famille. Mais si vous les remplacez par l'argent, vous détruisez votre famille. Qu'il y en ait d'ailleurs beaucoup ou qu'il n'y en ait pas. Donc si on veut faire un parallélisme avec ce qui se passe dans la société en général, au sein des familles et dans la société en général, c'est que la société camerounaise est en train de perdre ses valeurs fondamentales. Juste une intervention, Henriette Noumédi, Laetitia Fopp qui dit que le monde est devenu purement égoïste. Même entre frères et sœurs, on est prêt à s'entretuer pour une pièce de 5 francs, dit-elle. Les gens n'ont plus l'esprit d'amour, de paix et du vivre ensemble, qualités qui sont le socle d'une vie familiale heureuse. Tout a été dit? Tout a été dit, c'est un constat qui ne supporte pas de contradiction. Hein. Je veux dire, nous avons tous des familles et autour de nous on le vit au quotidien. Ça c'est dommage, mais c'est la réalité. À partir du moment où on a déposé la morale et la moralité, moi je reviendrai toujours à ça. Depuis petit, on avait l'habitude de nous éduquer à la morale et à la moralité, parce que c'est un corollaire. Au respect. Donc ça faisait partie des valeurs qu'on avait depuis tout petit. Eh bien, on a laissé tout ça de côté. Voilà le résultat. Et on n'a pas fini. Pas fini. On est encore en plein dedans. Donc la pathologie est en train de gangréner. On ne voit que le bout de l'iceberg, mais les dégâts sont énormes derrière. Et moi je me demande comment comprendre ce contraste, l'argent qui désunit, et pourtant lorsque dans la famille il y en a un qui en a, c'est lui qui est plus écouté. Tout dépend de la manière dont il va gérer son argent. S'il gère son argent pour rassembler et sans en faire particulièrement cas, et en maintenant les valeurs de tradition, les valeurs d'échange, de respect, de partage, il ne se posera pas de problème. Mais si celui qui a de l'argent utilise son argent pour manipuler, pour contraindre, pour abuser, à ce moment-là, il détruit sa propre famille. Et en réalité, il se détruit lui-même. J'ai une anecdote un peu désolante avec un monsieur qui faisait la route d'Ouala-Nkonsamba, qui est parti de Nkonsamba, a fait un accident à 60 km de Nkonsamba. Et il ne peut pas parler, il voit ce qui se passe, semble-t-il, il voit ce qui se passe, mais il ne peut pas parler. Alors la police, la gendarmerie vient, le ramasse et l'amène à l'hôpital le plus proche. Et cet hôpital-là, on lui dit que non, écoutez, nous, s'il n'y a pas quelqu'un qui dépose 200 000 francs, on ne peut pas le prendre en charge. Le monsieur est mort à l'entrée de l'hôpital. Il est mort. Il avait 800 000 francs dans sa poche. D'accord. C'est pour donner l'exemple entre... Il avait 800 000 sur lui, on avait besoin de 200 000 francs pour la prise en charge. Dans la mesure où ceux qui l'ont accompagné n'avaient pas cet argent, dans la mesure où l'hôpital estimait que sans cet argent, il ne pouvait rien faire, dans la mesure où lui, il ne pouvait pas parler pour dire que mais j'ai 200 000 francs dans ma poche, j'ai 800 000 francs, donc prenez 200 000 francs dans ma poche, eh bien, les valeurs qui étaient les nôtres, à savoir venir en aide à son prochain, tout simplement, à savoir celui qui est dans la détresse, l'aider, le soigner, le bon samaritain. Les valeurs qui consistent à ne pas utiliser son argent justement contre les autres, mais pour la communauté, puisque ces valeurs-là ont été abandonnées,
ce monsieur est mort, avec 800 000 francs dans sa poche. Je vais remercier Charlotte Achundon pour son message, notre cher. Oui, au professeur, donc l'avocat, enfin maître, parlait tout à l'heure de la mauvaise gestion, enfin, et dans le reportage que nous avons suivi tout à l'heure, on se rend compte que certains parents sont ceux-là même, parce que souvent on pense que ce sont des enfants qui après vont dilapider les biens familiaux et tout, mais on s'est rendu compte que ce sont plutôt les parents qui, à un moment donné, ont mené la famille à la ruine. Comment le comprendre? Bon, nous pouvons d'abord dire que c'est le foyer, le mariage polygamique. D'accord. Sont un problème réel. Parce que lorsque un monsieur se retrouve avec plusieurs épouses, la gestion du patrimoine devient délicate. Et deuxièmement, l'argent peut créer l'identité, donner un statut. Mais l'argent peut aussi jouer un rôle repoussoir. C'est-à-dire, chez nous on dit généralement tel a de l'argent sale. Alors que... Est-ce que ça existe encore aujourd'hui, professeur? Véritablement? Oui. Alors, il y a une anecdote qui circule en ce moment sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas, pour vous couper, je vais vous redonner la parole tout à l'heure. Il y a une anecdote qui circule sur les réseaux sociaux en ce moment, dans laquelle il est dit, je ne peux pas citer, mais je vais paraphraser, les sorciers sont devenus pauvres aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au lieu de vous vendre, au lieu de vous donner de l'argent dans les rêves, ils vous poursuivent. En fait, est-ce que c'est pas symptomatique aussi de la société dans laquelle nous vivons? Vous parliez de la rareté. La rareté. Et puis, il y a un film, je crois, qui a été tourné par les Noirs américains. Je crois La Panthère Rouge. Les Noirs africains demandent aux Africains tout ce que vous faites dans l'ombre, les avions de nuit et tout le reste. Pourquoi vous ne pouvez pas le faire en développant les technologies pour tout ce que les Noirs font, c'est dans l'ombre. Mais pourquoi vous ne pouvez pas utiliser ces connaissances, ces sagesses pour fabriquer les avions de jour au lieu de faire les avions de nuit? Mais je parle donc de l'argent sale, parce que généralement, par argent sale, il y a des gens qui deviennent tristement célèbres, parce qu'ils sont des vendeurs de personnes, comme on le dit, ou bien ils sont les suceurs de sang, comme on le dit. Mais là, c'est un argent qui repousse plutôt. Mais quand on dit la famille Bill Gates, la famille Photo, comme vous avez dit tantôt, les gens savent que c'est une famille qui a souvent été riche. Donc on a erreur de dire je suis l'héritier de tel. Mais dire je suis l'héritier d'un suceur de sang, c'est ce que je dis. Il y a un type d'argent Mais comment on le sait? Est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'on peut voir quelqu'un et a priori dire celui-là, attention, danger, son argent n'est pas propre? Mais bien sûr. Est-ce que les gens ne l'approchent pas parce qu'on estime que son argent est sale? Bien sûr. D'accord, je ne sais pas si on y croit ou pas du tout. Moi j'ai envie de dire quand même qu'on ne devient pas riche du jour au lendemain, ça c'est un fait. Être riche ça prend du temps, sauf si on gagne à la loterie ou au tiercé, je ne sais pas, je n'y joue pas. Mais les familles qui sont citées sont des familles qu'on connaît. Franchement ça fait des décennies. Et on connaît l'origine de ce qu'ils ont, de ce qu'ils font, de ce qu'ils ont. Voilà, bon, maintenant, l'argent à tout prix. Parce qu'en fait, la jeunesse aujourd'hui, c'est l'argent vite et n'importe comment. Voilà. Voilà, on n'a pas le temps d'attendre, on a énormément de besoins et j'ai envie de dire, pas une grande espérance de vie. Parce qu'aujourd'hui, cette jeunesse n'en attend rien. Donc pendant qu'on est là, il faut qu'on en profite. Donc, on fait n'importe quoi pour avoir de l'argent qu'on dilapide aussitôt. Parce que cet argent gagné, il sert à rien du tout, généralement. Mal gagné, il ne sert à rien. On le dilapide, et voilà. Et donc, on va prendre notre deuxième reportage, la succession casse-tête bantou, finalement. Il y a encore quelques mois, la famille de Ava était au tribunal. Le grand-père, lui, il était marié avant. Et la première n'a pas pu donner d'enfant. C'est comme ça que il a rencontré la mère de papa. Et puis bon,
les choses se sont passées et puis papa est venu au monde. Donc ils se sont dit, voilà, la famille ne les connaissait pas, ils ne vivaient pas sur le toit familial. Donc ils pouvaient profiter parce que pour eux c'était que le feu grand-père n'avait pas d'enfant. Et pourtant papa est là. C'est pas un truc à discuter. Avant d'en arriver là, les oncles géraient les biens et impossible de les ramener à la raison. Chez nous déjà, dans le Grand Nord, les enfants ne doivent pas contredire les parents. Ce que le parent fait, c'est ce qui est. Si tu n'es pas d'accord, tu ne dois pas le lui reprocher. Tu le laisses faire comme il veut. Quand ça ne va pas aller, peut-être lui viendra dire voilà, voilà. C'est là que tu peux l'aborder. Mais que tu quittes comme ça et puis tu l'abordes, c'est considéré comme un manque de respect. Le cadre familial de cette femme s'est disloqué. Les problèmes de succession ont entraîné des inimitiés. Tout part du fait que lorsque dans une famille on a un grand frère ou alors l'un des garçons, si je peux le dire ainsi, qui n'a pas de revenus, qui n'a pas de travail, il a tendance à vouloir dilapider la succession au détriment de ses autres frères et sœurs. Or, tous ont droit, les uns et les autres, au même titre que lui. Donc du coup, il se dit, et lui en tant que garçon, qu'il a le droit de s'accaparer de tout, que non, puisque la loi est claire, tous les enfants sont égaux en droit dans la succession de leur papa. Les hommes de la famille ont émis un veto contre l'héritage féminin et le bras de fer se poursuit depuis des années. Selon eux, les femmes n'ont pas droit au bien de leur papa parce que disent-ils, elles vont aller en mariage, elles vont fonder leur famille, elles vont gérer les biens de leur mari. Selon l'article 724 du Code civil, les héritiers légitimes et les héritiers naturels sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Nul n'a le droit de s'approprier seul le bien appartenant à tous. Ils peuvent avoir ce qu'on appelle des droits de conservation, ils peuvent avoir des droits d'administration, mais ils ne peuvent pas, un individu ne peut pas disposer seul des biens qui appartiennent à tout un groupe. Le législateur a pourtant pensé à une solution préventive, le testament. Or, parler de testament chez nous est un sujet tabou, ce qui orchestre un flou artistique. Malheureusement, dans nos sociétés, très peu de gens sont prêts à faire des testaments. Même moi qui vous parle. Parce que ça fait toujours peur de comprendre qu'on est en train d'écrire pour dire au revoir. En un mot, pour régler sa suite. D'autres se disent même que le jour où je fais le testament, c'est sûr que je ne vais plus mettre là. Il y a aussi un autre danger qui guette dans nos sociétés, c'est que lorsque vous faites le testament, vous n'êtes pas sûr que ce sera bien conservé. Parce qu'il suffit que les autres sachent ce que vous avez écrit pour que cela amène le courroux. Et pour dire, vous avez plutôt préféré tel enfant que tel autre. Le Code civil camerounais a établi un ordre de succession. Les descendants du défunt, les ascendants privilégiés, c'est-à-dire les pères, mères ou frères et sœurs, en troisième ordre, les ascendants ordinaires, en quatrième ordre, les collatéraux ordinaires, c'est-à-dire cousins, tantes, neveux, en cinquième ordre, conjoints survivants. Donc nous allons remercier le Douchidjo qui nous dit que l'argent détruit la famille, l'argent désunit. Thierry Stiller qui pense que l'argent et la famille font simplement mauvais ménage. Donc il n'y a rien d'autre à rajouter là-dessus. L'argent et la famille font mauvais ménage et donc de façon inductive, ça a quelque chose de négatif que cela produit sur notre société. Merci à vous de nous envoyer vos messages sur la page Facebook / dans le Saré. Maître Mpako, vous émettiez une réserve.
Une réserve parce que lorsqu'on a un conjoint et qu'on décède, il faut, avant de parler de succession, procéder à la liquidation de la communauté qui existait entre les époux. Donc c'est ça le préalable. Le préalable, c'est pas la succession. Le préalable, c'est la liquidation de la communauté. Et c'est donc ce qui relève du patrimoine du décédé qui fait donc maintenant l'objet de succession. D'accord, ok. Oui, en réalité, je disais tantôt, si c'est un couple, un monsieur et une dame sous un régime monogamique, mais lorsqu'il est polygame, ça devient complexe. Parce que ce patrimoine dont vous parlez, il y a peut-être une pléthore d'épouses qui auront droit au même patrimoine. Attention, non, justement, c'est ça l'erreur. Imaginez que parce qu'on est toutes les épouses du même monsieur, on a droit au même... Non. Le partage dans un mariage polygamique, la liquidation de communauté dans un mariage polygamique se fait de date à date. C'est-à-dire que la première épouse va contribuer nécessairement au premier patrimoine. Donc sa part, a priori, sera nécessairement plus importante. Pourquoi? Parce qu'elle est là dès la constitution de la communauté. Et donc, elle est la seule à bénéficier de la liquidation de la première communauté, jusqu'à ce qu'intervienne la seconde épouse. Et la part, à partir du second mariage, est donc de 3 personnes. Mais la part du premier mariage, aucune des autres épouses n'y a droit. Non. Je dis, si un monsieur est polygame, il a 10 épouses. C'est un cas réel dont vous parlez. Les 10 doivent hériter, pas au même niveau. C'est de ça que je suis en train de dire, quand elles sont dans 10, parce que le mariage est dissous par le décès de l'un des époux. Mais maintenant, il sera dissous et il y aura 10 épouses qui prétendent avoir leur part avant d'arriver aux enfants. Et c'est ce qui crée donc le trouble. Mais généralement, le monsieur a peut-être une prédilection par rapport à une épouse qui va peut-être stimuler la rédaction d'un testament que les autres vont contester. Et ce sera contesté pendant toute la vie. Je d'ailleurs dans cette discussion, moi j'ai vécu personnellement un cas où le monsieur a choisi un successeur. Voilà, cette histoire de successeur, ce n'était pas une épouse, c'était un mariage polygamique. Et ben, ce patriarche a choisi un de ses enfants comme successeur. Ce qui se fait encore aujourd'hui, je veux dire, il y a des régions au Cameroun où on a un successeur. C'est-à-dire que les biens du défunt sont gérés après son décès par la personne qui l'aura désigné et tout le monde se plie à ça. Jusqu'aujourd'hui, ça peut paraître c'est illégal, je veux dire, du point de vue du droit positif, mais au niveau coutumier, ça existe encore et ça se fait. Et personne ne conteste cela. Alors, oui, Maître Paco, avant qu'on ne pose une nouvelle question, je voulais poser la question tout à l'heure concernant cette femme qui, vous avez suivi ces allégations, qui dit que les hommes s'opposent à la succession des femmes. En fait, on aurait pu se dire que ça date d'une autre époque, et pourtant c'est bien réel encore aujourd'hui. Ça date pas d'une autre époque, c'est bien réel. Pourquoi? Ça, ce sont les réminiscences du patriarcat. Patriarcat qui est venu bouleverser nos sociétés traditionnelles qui en réalité étaient matriarcales. Bon, ça, je mets ça de côté. C'est vrai, beaucoup de filles, de femmes sont confrontées à cette difficulté. Mais pour revenir et répondre à l'observation de Madame Enoumedi, je le répète tous les samedis à 14h dans l'émission que je fais relative aux droits des femmes sur LFM 104.2, je fais pas de pub, Mais un peu quand même, on fait semblant de n'avoir pas entendu. On fait semblant de n'avoir rien entendu. La coutume se plie devant la loi. Point barre. Ce n'est pas négociable. Un exemple simple. 2 enfants se présentent devant le tribunal. D'accord? Tribunal coutumier. Il y en a un qui est français ou allemand ou américain. Le tribunal coutumier est incompétent. La coutume se plie devant la loi. Quand
on parle de succession, quand on parle de partage de communauté, de liquidation de communauté, la tradition n'a plus sa place. La précision est faite. Amical Solidaire nous dit ce soir que les foyers polygamiques sont les plus touchés, surtout, dit-il, chez nous les nordistes et les Bamouns, c'est ce qu'il a écrit, donc chez nous les nordistes, donc chez eux. Vous ne pouvez pas imaginer tout ce qui se passe au sein des familles et ce que les enfants sont capables de faire pour pouvoir plaire et gagner la confiance du père pour être successeur. C'est une situation très difficile et très profonde, dit-il. La notion de successeur n'existe pas dans le droit positif, n'existe pas dans le droit moderne. Il n'y a pas de successeur. Tous les enfants viennent en concurrence à la succession et par tête. On ne cherche pas à savoir s'il s'agit de filles, de garçons, de successeurs, de préférés, d'aînés, de moyens, de benjamins, de cadets. Mais dans les faits, tout le monde vient à la succession. Et moi, à propos d'enfants, pour ce qui concerne. Alors les textes et les faits, c'est pas la même chose. Les faits sont ce qu'ils sont parce que les gens refusent de se renseigner. Un avocat, ce n'est pas seulement là pour aller au tribunal. Un avocat, c'est aussi là pour qu'on aille le voir, on paye sa consultation et on dit voilà le problème qui se pose à moi, voilà ce à quoi je dois faire face, qu'est-ce que je peux faire avant que ça n'arrive. L'éducation, la formation sont fondamentaux. On veut une société moderne, on veut utiliser des portables, on veut rouler dans des voitures gigantesques, mais on ne veut pas se former, s'éduquer, apprendre. Il faut avoir le courage d'aller toquer à la porte d'un avocat et de demander, de chercher à savoir. Allons chercher l'information, la bonne information. Et à propos de savoir, donc, Maître Mpako, tout à l'heure, on avait le cas de Ava, cette jeune femme qui disait son père était un enfant, on va le dire, illégitime. Alors, et pourtant, c'était le seul héritier. Effectivement, un enfant naturel, oui. Peu importe qu'il soit naturel, qu'il soit légitime, dans la mesure où, depuis la Convention des droits de l'enfant, qui malheureusement n'a pas été suffisamment tôt entièrement appliquée au Cameroun, depuis 1981, tous les enfants viennent à la succession au même titre et en même qualité. Peu importe leur statut. Peu importe leur statut. Qu'ils soient légitimes, naturels, ils viennent tous par tête aux mêmes qualités. C'est un enfant du défunt. Point barre. On ne cherche pas à savoir s'il est légitime, illégitime, naturel, légitime, adopté, légitimé. Par contre, les enfants légitimés, ça pose problème. Pourquoi? Parce que l'enfant légitimé qui a été d'abord adultérin ne peut pas venir à la succession. C'est ça. L'enfant qui a été adultérin et qui a été ensuite légitimé par le mariage de ses parents ne peut pas venir à la succession du père. Il peut dans la succession de la mère, mais pas à la succession du père. Alors, ça, ce sont des nuances et des nuances qui sont importantes. Et c'est pour ça que les gens doivent faire l'effort de se renseigner, de rencontrer des juristes, avocats, notaires, huissiers, qui peuvent les renseigner sur la réalité de leurs droits. S'éduquer, se former, s'informer. Latchekou Kagé nous dit que l'argent, il pose la question, est-ce que l'argent est véritablement un problème? Il dit non, il ne croit pas. Tout repose sur l'éducation, dit-il. La relation avec l'argent et la paresse. Et puis il dit, son père lui a dit à 21 ans que c'est bien à lui, le père n'appartienne pas au fils qui nous écrit ce soir. Et tout ce qui restera après moi, a dit le père, appartiendra à ma femme, donc ta mère. Si tous les parents disaient ceci à leurs enfants, nous dit notre intervenant, chacun saurait ce qu'il attend. Mais alors là, c'est pas correct. Oui. Ce n'est pas correct. Mais c'est un principe d'éducation. Principe d'éducation, pas correct. Parce que les problèmes qui naissent de l'argent dans les familles viennent surtout de l'individualisme, de la cupidité, donc des défauts, des tares, parce que c'est pas seulement des défauts, des tares viennent de la mauvaise éducation. D'accord, pour ça, ce père, ce monsieur qui le dit, il ne sait pas qu'il expose sa famille. Parce qu'en réalité, vous avez peut-être été au courant des enfants qui tuent leur maman, simplement parce que après le décès du père, la maman s'arrange la cacao de la plantation de cacaoyers. Et il estime que sa maman melon. Elle ne veut pas mourir et il l'assassine. Simplement parce que elle ne reconnaît pas les droits des enfants. Parce que comme elle l'expliquait,
on donne une partie des biens parce que le mariage est fini, la femme hérite de sa part des biens, mais la part du monsieur revient aux enfants, hein, avant même le décès de leur maman. Mais si c'est monsieur qui dit tout reviendra à ma femme, c'est pas correct. Il n'a pas exactement tort parce que certes il y a le partage et la liquidation de la communauté, mais il faut savoir que la propriété se dénombre en 3 démembrements. La propriété, la nue propriété, l'usufruit. Ius fructus abusus. C'est-à-dire l'administration, la jouissance et l'usage. Oui, quand les enfants sont mineurs. Non. Quand un monsieur décède, après la liquidation de la communauté, l'épouse a la jouissance, c'est ce qu'on appelle l'usufruit. Elle a l'usufruit des 3/4, 75%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, ce qui tombe sous le partage tout de suite après la mort de ce monsieur, c'est 25% de sa propriété. Parce que la moitié donc revient à son épouse et les 3/4 de sa moitié restent à l'usage de son épouse. Donc il y a des nuances. Vous vouliez rajouter quelque chose? C'est tout à fait ça. D'accord. On va prendre notre troisième reportage, ma très chère. Voilà. Alors, puisque l'argent au sein de la famille crée, on l'a tantôt dit, beaucoup de problèmes, comment donc arriver à libérer la famille du pouvoir de l'argent? Nous allons être édifiés. L'argent confère l'autorité et parfois aussi la notoriété. Lorsque Nguéa Laroute chantait Papa Eto, cela traduisait aussi ce que nous vivons au sein des familles. Même comme tu es tant que tu as l'argent, même ton père qui pouvait te mettre au monde, ton père te lève pour te laisser la chaise. Parce que lui se dit que peut-être en te laissant la chaise, tu vas sortir un petit truc dans la poche. Dans la vie, comme on dit souvent, que quand quelqu'un te dépasse, porte-lui son chapeau, donc il faut lui tirer un coup de main. Moi, je suis la petite sœur. Je sais que je suis la grande sœur. Je sais que la petite sœur me dépasse avec les moyens. J'ai un problème, je regarde à gauche, je ne vois personne qui peut m'aider. Je suis obligée de me soumettre devant ma petite sœur pour qu'elle m'aide. Dans les familles polygamiques, comme partout ailleurs, le bien matériel impose sa loi. Il y a les maisons que la mère dit peut-être à ses enfants, contactez-vous de vos petits, mais vous savez que moi je n'ai pas. Vivez comme ça, là, vivez comme ça, là, vivez comme ça. C'est déjà la famille qu'on est en train de séparer. Parce que les pauvres sont de leur côté, les riches sont de leur côté. Et c'est comme ça qu'il y a déjà séparation dans la famille. D'ailleurs aujourd'hui, même les titres de notabilité ont une valeur monétaire. Certains disent que c'est un mauvais maître. L'argent n'est pas bien, mais est-ce qu'on peut avancer sans argent? Maintenant, l'argent ne devrait pas être l'objet des divisions, mais dans beaucoup de familles, pas seulement chez les Bamileke, dans beaucoup de familles africaines, on se rend compte que l'argent divise. Mais pourquoi est-ce que l'argent divise? Parce qu'en fait, celui qui a de l'argent voudrait, pour des positions politiques et autres, commencer par chez lui avoir des postes de responsabilité sérieuses. Ça commence par tu viens d'où? Tu es le fils de qui? Je viens de tel village, je suis le successeur de mon père. Ça commence par là. Avant d'être allé, avant de devenir député, est-ce qu'il va derrière? Nous sommes dans des sociétés où des gens font la course à la richesse, où l'argent est devenu le dieu, où les biens sont devenus un motif d'ascension sociale. Plus vous avez des biens, plus on vous respecte. Dans certains villages, même quand vous arrivez, si vous ne venez pas avec la voiture, on ne vous accueille pas. Si vous venez avec la voiture et que ce n'est pas chargé derrière, personne ne vous regarde. Mais si vous êtes même le derrière des moricons qui ne savent pas de quoi ils parlent, et c'est vous qui à chaque fois donnez des bœufs, des chèvres, etc., c'est vous qui avez droit à la parole. Pour sortir de cet engrenage, beaucoup prônent le dialogue au sein de la famille. Dans les familles, il doit toujours avoir, comme chez nous, on appelle souvent certaines réunions de famille. Peut-être soit la fin d'année, on réunit tous les enfants, on essaie de dialoguer, chaque personne explique ses problèmes. Il ne faut pas seulement qu'on reste que tu as un problème, tu peux avoir tel. Sans un jour qu'on s'assoit peut-être à la maison, peut-être pour manger, pour boire, peut-être pour causer des problèmes qui ne vont pas, peut-être partager les idées. Par ailleurs, les personnes considérées comme riches
sont appelés à faire preuve de modestie. On se connaît. Lorsque quelqu'un a un peu d'argent, il pense qu'il doit forcément avoir l'autorité. Mais c'est pas ça. Il faut être humble pour reconnaître que l'argent, ça sert pour les besoins de la vie. Ça ne nous donne pas forcément l'autorité. Et lorsque nous sommes en Afrique, il y a ce qu'on appelle le droit de naissance. J'ai souvent vu les petits frères qui arrivent et qui cherchent à contrôler les aînés. Ça veut dire à prendre l'autorité sur eux. Non, c'est pas normal. Il faut que le petit frère sache quelle est sa place. Et pour terminer, le temps va jouer son rôle et viendra le moment où l'argent cédera sa place. Il viendra un moment où le pouvoir d'argent aura atteint le paroxysme et les gens se rendront compte qu'il faut inverser la courbe et revenir à une situation, j'allais dire, normale, c'est-à-dire que où l'argent perdra de sa valeur et on sera dans une société où d'autres valeurs vont prendre la place de l'argent. Ça, c'est la loi de l'évolution normale des sociétés. On en arrivera là. Mais pour le moment, on est dans le pic du pouvoir de l'argent. Il existe encore de longs débats entre ceux qui pensent que l'argent ne fait pas le bonheur et ceux qui pensent le contraire. Reste que pour beaucoup, l'argent au sein de la famille doit faire l'objet d'échanges sincères. Dernière ligne droite de cette émission, Nitez Guiadem adresse une question à Maître Mpako. Est-ce qu'une femme mariée peut revenir chez son père, je pense, j'ai pas toute la phrase, mais est-ce qu'elle peut revenir chez son père réclamer des biens ou je ne sais pas. Bien sûr. Mais le fait qu'elle soit mariée ne fait pas qu'elle n'est plus l'enfant de son père. Donc évidemment que même mariée, même si son mariage est dissous ou n'est pas dissous, même si son mariage est vivace, elle demeure l'enfant de son père. Donc si son père décède, elle va concourir à la succession. Alors, j'aimerais bien m'adresser à Henriette Numidi. Tout à l'heure, le psychosociologue Maurice Saumon parlait de ce moment. À un moment donné, il va bien falloir que la famille reprenne son niveau normal. Est-ce que vous pensez que c'est on peut espérer que ce soit pour bientôt? Ou c'est sans espoir d'après vous? Il faut plutôt éduquer les gens. Est-ce que c'est sans espoir? Je ne dirais pas ça. Je dis il y a du travail. Oui. C'est-à-dire que commencer à sensibiliser les parents. C'est comme pour tout ici. Sensibiliser les parents donnerait un espoir aux enfants de vivre autrement. De vivre autrement. Mais là, ça comprend peut-être que l'argent n'achète pas tout, parce qu'on a eu même. Non, l'argent achète tout, mais l'argent ne fait pas le bonheur, ça c'est certain, parce qu'une fois que vous avez tout, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vouloir quoi d'autre? Vous n'aurez plus de rêve, vous n'aurez plus d'envie, vous n'aurez plus de passion. Enfin, quand vous avez fini d'acquérir tout ce qu'il vous faut matériellement, il vous manquera quoi? Mais des choses que vous ne pouvez pas acheter. Micheline, de la compagnie, de la compassion, de l'amour, voilà. Il vous manque l'amitié, l'essentiel, les gens. Parce que l'argent, souvent, vous laisse seul aussi. C'est comme le pouvoir. Ça isole. L'argent vous isole. Faire attention à ça aussi. Micheline Neminga, avec le partage de la communauté et l'usufruit, les enfants reconnus seront les plus vulnérables. Comment faire pour les protéger? Ils ne seront pas vulnérables. Ils bénéficieront de l'administration des biens de leur père par leur mère. Et dans le cadre de cette administration-là, ils ont la possibilité de revendiquer s'il y a un problème qui se pose. Quand l'argent est là, le principe, c'est qu'avec l'argent vienne le partage. Parce que si on n'éduque pas l'enfant dans la notion de partage, on est en train de détruire en réalité 5 générations derrière. Pourquoi? Parce que les actes qu'on pose aujourd'hui, on en voit la conséquence que dans 10 ans. Et ça se répercute d'une décennie à l'autre. Mais si on prend problème d'éducation. Si on prend un enfant de 5 ans et qu'à 5 ans, il a tous les jouets qu'il veut, il a accès à toute l'électronique, on se soumet à tous ses caprices, vous êtes en train de préparer un adulte qui arrivera à 45 ans et qui aura un tel besoin de reconnaissance et une
une telle avidité d'acquisition, une telle soif d'acquisition que vous aurez détruit même les générations que vous n'aurez pas vues, dont vous n'aurez pas connaissance. Donc cet enfant de 5 ans qui sera devenu adulte à 45 ans avec cette soif de possession va lui-même détruire ses enfants. Alors, professeur Koyok, si on veut faire une sorte de rapprochement entre ce qu'on dit concernant la famille et ce qui se passe dans la société camerounaise qui est gangrénée par la corruption, est-ce que la famille a échoué quelque part? Le rôle que devrait jouer la famille actuellement n'est pas joué. Et nous pensons qu'il est possible d'éduquer, de sensibiliser, de former d'abord les parents et puis de promouvoir une nouvelle gestion des biens familiaux. Parce que les gens ne savent pas comment ça se gère. Exact. Tout à l'heure, là, quelqu'un disait, quand je suis le fils aîné, les autres doivent du respect. Donc, il manque cette éducation, que les gens sachent qu'ils ont des droits et que chacun a son droit. Et maintenant, quant à la société, les responsabilités. Nous ne pouvons pas dire qu'à un moment donné, nous vivons l'intégrisme du marché aujourd'hui. Et je ne suis pas en train de voir d'ici même 1000 ans comment les gens vont oublier la saveur d'argent. Mais ce qui peut être fait, c'est plutôt d'éduquer des personnes à la gestion de ces ressources pour que chacun ait sa part, pour qu'il y ait un partage équitable. Alors, on a Thierry Stifler qui nous dit que ce qui arrive au sein des familles, en fait, lui, il a inversé la question que je vais poser il y a un instant. Ce qui arrive au sein des familles, c'est simplement parce que nous sommes peu intègres et de grands corrompus. Voilà. Est-ce que c'est parce que nous sommes intègres et de grands corrompus que la famille se porte mal, ou c'est parce que la famille se porte mal que nous ne sommes pas intègres et de grands corrompus? Parce que la famille ne joue pas son rôle, parce que les parents ne sont pas suffisamment éduqués et sensibilisés. Et si on insiste sur cette éducation, beaucoup de choses pourraient changer. Vous vouliez rajouter? Oui, j'avais besoin de rajouter juste une petite chose. C'est que quand bien même il y a une succession, quand bien même il y a une gestion, quand on veut qu'il y ait le moins de distinction, le moins de tension dans les familles, apprendre à rendre compte des gestions, ça c'est important. C'est-à-dire que si vous vous retrouvez administrateur des biens de votre succession ou gérant d'une... C'est comme pour tout, rendez compte aux autres. Ça permet de gérer les tensions. Ça permet une certaine transparence, ça permet de la quiétude, parce que quand tout le monde sait ce qui se passe, il y a moins de problèmes, moins de tension. Moi j'ai un problème avec, tout à l'heure on parlait du testament qui est toujours jugé tabou chez nous. Est-ce que ça ne résoudrait pas le problème quand même qu'on essaye de s'y pencher, de sécuriser les méthodes, je ne sais pas, de pouvoir... On entre dans la même logique, la logique d'éducation, parce que quelqu'un qui va aller faire un testament et qui va faire un partage qui n'est pas équilibré, son testament va être contesté. Il va être contesté. Certes, il faut croire que il n'aura pas de droit. Contenter tout le monde aussi. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'un parent ne peut pas déshériter un enfant. Ça c'est soyons d'accord, entendons-nous, un parent ne peut pas déshériter son enfant. C'est interdit par toutes les lois au monde. Ça n'existe pas. Vous voyez en ce moment le débat très célèbre, la succession de Johnny Hallyday. Johnny Hallyday n'a pas déshérité ses enfants. Il a simplement aménagé non seulement d'abord la communauté avec son épouse, en fait il en a fait la gérante particulière, et ensuite il a aménagé également en réalité son partage. C'est-à-dire que le partage, il a fait la distinction entre les différentes périodes des différentes épouses avec les différents enfants, et il a estimé que Laetitia Hallyday devait avoir non seulement sa part, mais qu'elle avait contribué à une croissance, à une certaine forme de croissance, puisqu'effectivement, au moment où il l'épousait, il était dans une santé financière un peu relative. Mais il y a d'abord ce point. Il peut pas y avoir, on peut pas déshériter son enfant. De un. De deux, le testateur ne dispose en réalité que de sa réserve légale. C'est de ça, c'est ça qu'il partage. C'est-à-dire que l'intégralité des biens, la grosse majorité des biens est
dispenser équitablement avec tous les enfants. Il ne peut pas privilégier tel enfant par rapport à tel autre, sinon son testament va être contesté en justice et rééquilibré en considération de cet équilibre. En considération de cette loi. Mais ce qui se passe on termine, on s'achemine vers la fin. Ce qui est souvent aussi important ici, c'est que les gens ont des biens cachés. Et qu'à leur décès, c'est à ce moment-là, la plupart du temps, qu'on les découvre ou que l'épouse ou la conjointe ou la compagne, donc la personne la plus proche, comme ils disent, de cette personne-là est au courant et pas les enfants. Vous voyez des gens ici qui ont des terrains, qui ont des maisons, qui font plein de choses, qui ont des prête-noms, hein, et on ne peut pas inventorier la plupart du temps les biens Et ça pose problème, effectivement. L'un des problèmes que ça pose, c'est que les biens qui ne sont pas connus le plus souvent ont été mal acquis, donc n'entrent pas véritablement dans la succession et sont perdus. Sont perdus. Et qu'est-ce qui se passe? Vous avez montré un schéma tout à l'heure. Ce qui se passe, c'est qu'au bout de 30 ans, l'État récupère. Alors, simplement. Ce sera la dernière question. Oui, la dernière question au professeur, parce que j'avais bien envie de lui poser cette question. D'Edouard Rey qui dit que la famille est un groupe d'individus unis par le sang et brouillés par les questions d'argent. Alors, pour conclure, vous allez dire quoi? Vous êtes d'accord et qu'est-ce qu'il faut? Bon, tout ce que je peux dire, c'est que la famille, c'est une construction sociale. Que ce soit les liens de parenté réels ou fictifs, la société l'accepte ainsi. Donc, quand je dis c'est mon père, c'est ma mère, surtout quand je dis c'est mon père, c'est parce que la société a accepté que la famille soit construite. À partir du moment où c'est une construction sociale, mais la société peut aussi détruire la même famille. Exact. Donc il faut donc faire un effort en éduquant les parents pour qu'ils sachent que demain, si on n'est pas là, on va exposer notre famille, la famille à l'explosion. Donc autant préparer de son vivant la succession. Il y a quelqu'un qui disait tantôt que si je fais un testament, ça veut dire que je vais mourir, mais c'est pas ça. Le testament, c'est quand la personne décède. On ne peut pas brandir un testament du vivant de quelqu'un. Donc, chacun doit, à un moment donné, préparer son départ. Son départ. C'est ce que personne ne veut entendre. Il faut savoir, on a terminé cette émission. Si on ne le prépare pas soi, ce sont les autres qui vont s'en charger. Un peu comme ils veulent. Merci mesdames d'être venues sur ce plateau. Maître Mpako, professeur Koyok, madame Mehdi. Merci à vous, ma très chère. On se retrouve lundi prochain avec le même plaisir. Avec le même plaisir, tout à fait. Mesdames, messieurs, bonne soirée à tous. Bonne soirée à vous.